Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Face à l'opinion, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet espace qui vous permet de comprendre les idées des grandes personnalités, des personnes qui font l'actualité, des personnes qui sont elles-mêmes au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous recevons une personne qui est de premier plan, secrétaire général d'un parti politique de premier plan, Maître Blanchard Mongomba, qui est secrétaire général de Nouvel Élan, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Jadis cadre du parti, aujourd'hui secrétaire général. Il a un parcours politique que d'aucuns connaissent. Il a été candidat aux élections de 2018. Aujourd'hui, il va postuler également pour 2023 à Kinshasa. Maître Blanchard Mongomba, c'est un plaisir. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous. Merci beaucoup, cher Dad. Une fois de plus, ça a toujours été un réel plaisir lorsqu'on reçoit l'invitation de Congo Buzz, surtout lorsqu'il s'agit de vous-même comme présentateur. Vu le parcours, vu la maîtrise des questions politiques, nous nous sentons très à l'aise parce que nous savons qu'ici, lorsque nous arrivons, c'est sans polémique, ce sont des questions objectives et ça nous permet justement de donner la pensée, de donner ce que nous pensons faire pour le Congo en tant que responsable d'un grand parti politique que le Nouvel Élan. Maître Blanchard Mongomba, on va commencer par 2019, jusqu'au même aujourd'hui, 2023. Le parcours de Nouvel Élan dans l'opposition aujourd'hui, on va rester au sein de la coalition Lamouka, on va rester avec votre allié de l'époque, Martin Fayoulou. Aujourd'hui, on peut se dire que Lamouka n'existe pratiquement plus. D'abord, vous me permettrez de faire un petit pas en arrière pour situer Lamouka. Lamouka, lorsque cette plateforme électorale est née en 2018, ça a été créé par ces différents leaders, notamment Adolphe Muzito, Martin Fayoulou et d'autres, pour justement combattre ou pour essayer de faire à ce que Kabila soit remplacé par celui qui allait arriver. Et c'est ça, justement, qui a amené tous ces leaders de se mettre ensemble. Et à Genève, ça a donné, justement, Martin Fayoulou comme candidat commun. Et tous, nous avions soutenu, nous nous sommes battus pour sa candidature. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître que en 2018, effectivement, ça a été la victoire de Lamouka par le trichement de Martin Fayoulou. Parce que tous, moi, par exemple, j'étais coordonnateur à Mbandaka, coordonnateur de Lamouka dans la province de l'Équateur. Et nous nous sommes dépouillés, nous avions mis en place nos énergies, nos capacités pour faire gagner cette cause. Mais cela ne peut pas nous empêcher de constater que lorsque tous ces leaders s'étaient mis ensemble, au préalable, ils n'avaient pas pensé ce qu'ils devraient faire si jamais ils arrivaient au pouvoir. La preuve, je n'irai pas trop loin pour justement donner l'exemple. Messieurs Tshisekedi qui est aujourd'hui au pouvoir, messieurs Vital Kamerhe avec qui ils ont créé Cash, ils sont aussi un sous-ensemble de Lamouka. Ils ont été tous à Genève. Lorsque Martin Fayoulou a été désigné comme candidat commun de l'opposition, messieurs Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe n'ont pas pu supporter, ils ont créé Cash. Et lorsqu'ils créent Cash, en définitive, ils arrivent ici, ils récupèrent le pouvoir de la manière que tous nous connaissons. Mais le plus important, c'est que je veux dire ici, c'est que leur manière de gérer aujourd'hui nous donne justement l'image ou le reflet de ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu un préalable qui devrait en principe constituer à mettre en commun les programmes des uns et des autres pour permettre à ce que nous puissions définir l'horizon ensemble, savoir ce que nous allions faire du pouvoir une fois arrivés. Et c'est ça, justement, ces constats qui, lorsque en tout cas, les leaders se sont retrouvés en 2019, le 27 avril, à Bruxelles, pour constater que le pouvoir du peuple a été détourné, ils ont décidé de faire la résistance. Mais la résistance, une fois de plus,
n'était pas pour qu'il donne, qu'il résiste par rapport à la gouvernance. Il voulait résister pour amener de réformes, et ces réformes étaient plus orientées vers ce que nous appelons en vérité des urnes, vers ce que nous appelons l'objectif ou la manière d'atteindre le pouvoir, c'est-à-dire les élections. On va rester sur ce que vous avez dit tantôt, sur cette union qu'il y a eu en 2018, qui a conduit les leaders à Genève. Était-ce une erreur de se mettre ensemble sans programme politique? Je crois que, voilà, je veux répondre à deux niveaux. Se mettre ensemble n'était pas une erreur, parce que en politique, il y a ce qu'on appelle une alliance pour gagner ensemble, c'est-à-dire vous vous mettez ensemble pour des objectifs électoraux, vous pouvez vous mettre ensemble pour les objectifs de gouvernance, vous pouvez également vous mettre ensemble pour lutter, conquérir ensemble. Donc ce sont ces trois différentes manières de se mettre ensemble pour, dans le cadre politique. Mais maintenant, à Genève, c'était une alliance électorale. Et là, malheureusement, ça aurait dû être précédé. Il devrait définir d'abord chacun son programme et voir comment mettre en commun ces programmes de manière à produire un programme commun, comme ça a été le cas pour le candidat commun. Mais malheureusement, chaque candidat, certainement, avait son programme à lui comme candidat, mais la mise ensemble, la mise en commun de ces programmes, c'est cette étape-là qui n'a pas eu lieu. Et malheureusement, cela s'est fait remarquer lorsque une partie de la Mouka se retrouve au pouvoir avec M. Tshilombo et Vital Kamerhe. Lorsqu'il s'est fait rejoindre aussi par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, nous constatons également qu'il n'y a eu rien, il y a eu un échec parce qu'ils n'ont pas pu apporter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la preuve, c'est que Katumbi est en train de quitter, de fuir l'Union sacrée. D'ailleurs, il ne veut même pas assumer les bilans. C'est pour dire qu'il reconnaît qu'ils n'ont foutu absolument rien. Et nous-mêmes qui sommes aujourd'hui dans la résistance, ces données doivent nous servir de leçon. Nous servir de leçon pourquoi? Parce que nous avions en 2018 décidé de nous battre pour faire partir Kabila, ce qui n'était pas mauvais, mais il fallait se préparer pour voir si jamais Kabila partait, qu'est-ce que nous allions présenter à notre peuple. Parce que ce qui importe pour notre peuple, ce n'est pas le fait de voir Kabila partir, ce n'est pas forcément le fait de voir M. Tshilombo Tshisekedi partir, mais c'est plutôt ce qui va advenir après le départ de Kabila, après le départ de Tshisekedi. Est-ce que le peuple voulait Kabila partir pour voir aujourd'hui le régime actuel de M. Tshisekedi être au pouvoir et de ne pas changer la situation sociale de ces peuples? N'est-ce pas un rétropédalage? Parce qu'on vous a vu avec Fayoulou dans tout le pays en train de battre campagne. Quand vous battiez campagne, c'était pour vulgariser le programme de votre candidat. N'y avait-il pas de programme qui vous permettait d'accompagner Fayoulou à l'époque? Non, moi je crois que nous devons être très sérieux dans cette analyse parce qu'il s'agit du pays. J'entends beaucoup de gens partir, aller présenter le programme de M. Martin Fayoulou, présenter le programme d'Adolphe Muzito, présenter le programme de Jean-Pierre Bemba, Katumbi, c'est bien bon. Mais ici, nous parlons du programme de la Mouka. Si quelqu'un, en tout cas, peut se permettre de nous prouver, vous êtes journaliste, recevez qui que vous voulez, qu'il soit avec un programme de la Mouka. Je veux vraiment me rétracter, je vais changer de langage. Parce que j'ai été l'un des piliers, l'un de ceux qui ont accompagné ces leaders, parce que étant l'un des collaborateurs, de plus proches collaborateurs d'Adolphe Muzito à l'époque. Aujourd'hui, je suis secrétaire général de ce parti, le Nouvel Élan. Je parle en connaissance de cause et je mesure ce que je suis en train de dire. C'est qu'il n'y a jamais eu de programme commun. On a battu campagne, Adolphe Muzito, en tout cas, il a tourné partout, il a marché avec Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Et c'est ça, justement, ce qu'ils ont fait ensemble. Mais dans le discours, ce qui était présenté, c'était plus ou moins ce que nous pouvons considérer de vision. Adolphe Muzito et Martin Fayoulou ont pensé présenter une vision qu'ils devaient par la suite voir comment rendre en projet pour la matérialisation de ce qui devrait être fait. Mais malheureusement, la conséquence, c'est que si au préalable, vous ne définissez pas un programme commun, vous risquez de vous retrouver au pouvoir et de ne pas s'entendre sur les axes prioritaires que vous devez prendre, le comment de la mise
en application de projets ou du projet qui doit être fait. C'est la conséquence aujourd'hui, par exemple, avec Vital Kamerhe et les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous allier avec toutes les forces politiques du pays pour définir un programme commun et puis conquérir le pouvoir? Notamment, on va demander, par exemple, le FCC de Joseph Kabila. Est-ce que Nouvel Élan peut composer avec le FCC aujourd'hui? Je crois que les partis politiques, parce que ça, c'est aussi un élément qui met plusieurs personnes ou plusieurs leaders politiques mal à l'aise lorsqu'on en parle, mais pourtant, c'est ça la réalité. Lorsque Adolphe Muzito a dit que plusieurs ensembles, lorsqu'ils se mettent dans une coalition, alors qu'ils n'ont rien en termes de programme, ils produisent zéro. Les autres ont pensé que Adolphe Muzito s'attaquait aux uns et aux autres. Non, il parle et de son parti politique. Aujourd'hui, quel est ce parti politique qui a déjà présenté son projet de société? Parce que lorsqu'on légalise, lorsqu'on enregistre le parti politique, nous enregistrons les partis politiques, statut, y compris le statut s'est fait accompagner du projet de société. Mais ces projets de société, c'est un peu comme une constitution, c'est comme une Bible. Il faut encore détailler le projet, comment les 5 ans à venir, vous allez vous déployer pour matérialiser ce que vous préconisez dans votre projet de société. C'est ça, ce que nous nous disons. Il y a, jusqu'à ce jour, nous avions vu les partis politiques aller en congrès, désigner leur candidat président de la République, mais on n'a vu aucun parti politique nous présenter son projet de société. Parce qu'ils ont le programme, certainement. Ils ont les documents, les grands axes. Mais comment matérialiser cela? Comment faire à ce qu'aujourd'hui, par exemple, que la guerre cesse à l'Est? Ce sont ces éléments-là. Dans 5 ans, vous chronométrez, vous budgétisez et vous nous prouvez où vous allez trouver les ressources pour exécuter cela. C'est ça le projet, c'est ce que nous nous disons. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, aller aux alliances sans que nous puissions corriger ce que nous considérons comme étant une erreur. Cette erreur a été commise par le Nouvel Élan, par Adolphe Muzito comme leader du Nouvel Élan, par plusieurs partis politiques. Le comble, c'est que les leaders politiques aujourd'hui n'aiment pas reconnaître leurs erreurs. Adolphe Muzito est très à l'aise et nous qui l'accompagnons comme cadre de son parti politique, ça nous met très en sécurité, très à l'aise lorsque nous reconnaissons que notre leader est un leader qui a eu à gérer dans ces pays, il a eu à commettre des erreurs comme un humain. Mais justement, vous êtes prêt à vous allier avec toute force politique nationale? Ça, c'est un principe. C'est que pour aller gagner, surtout que le Congo est un pays continent et le système électoral que nous avons dans notre pays, c'est tout à fait normal que vous puissiez penser aller aux élections tout seul et espérer gagner ces élections. Ce qui veut dire que nous serons obligés de nous allier aux autres. Mais maintenant, le problème pour nous, c'est que nous voulons conditionner, nous voulons mettre ce que nous pouvons appeler un préalable. C'est que tout candidat qui voudrait ou qui cherchera à s'approcher du Nouvel Élan et de son candidat devra nous convaincre, devra commencer par présenter son programme comme nous sommes en train de faire. Parce que pas plus tard qu'hier, nous revenions d'une tournée, bon, je n'appellerai pas ça tournée, d'une descente des terrains que nous avions effectuée avec le leader du Nouvel Élan lui-même, Adolphe Muzito. Nous étions dans le Congo central, on a fait le territoire de Madimba, on a fait tous ces secteurs-là, Ngueba, on a été à Kisantu, on a vu toute cette partie de la République, parce que pour nous, c'est que le plus important, nous devons descendre dans les entités déconcentrées, dans les entités territoriales décentralisées, pour palper du doigt la réalité de ce que nous voulons changer. Parce que nous pensons que les institutions ne marchent pas bien. La décentralisation, telle que prévue par la Constitution, n'est pas respectée. Est-ce que nos entités territoriales décentralisées ont-elles des budgets? Comment ces budgets sont exécutés? Est-ce qu'ils trouvent leurs ressources par quels actes générateurs? Est-ce qu'il y a la rétrocession ou il y a une quotité prévue pour les entités déconcentrées? Est-ce que l'État fait parvenir cela? Ce sont toutes ces questions-là que nous devons nous poser et voir comment répondre à ces questions. Parce qu'en tant que leader politique, demain, si nous accédons au pouvoir, nous n'en allons pas arriver pour commencer à constater, comme le commun de mortels, que voilà, ici, ça ne marche pas, Mboko et Kobongate. Non, un leader politique, c'est celui qui apporte des solutions. Vous êtes censé
connaître la réalité vécue par nos populations et y apporter des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que effectivement, le nouvel élan n'exclut pas l'hypothèse selon laquelle il faudra nouer des alliances avec d'autres partenaires, mais ces partenaires-là doivent convaincre parce que nous nous battons pour convaincre notre peuple. Nous devons présenter à notre peuple un projet de société. Les 5 ans à venir, lorsque nous serons au pouvoir, voilà, sur le plan de la décentralisation, ce que nous allons faire. Sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'économie, sur le plan diplomatique, toutes les questions, nous pensons qu'il faudrait y réfléchir dès maintenant et apporter des solutions. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes en train de vous rapprocher du pouvoir en place depuis un certain moment, depuis que vous êtes un peu, on dira, détaché de votre allié de l'époque, Martin Fayulu? Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes en train de vous rapprocher du pouvoir ou vous êtes en train de faire des yeux doux au pouvoir? D'abord, je veux corriger une chose, c'est que les gens qui disent que nous nous sommes détachés de Martin Fayulu, mais nous nous sommes détachés de Martin Fayulu en quoi faisant et avant c'était quoi? Nous étions dans la Mouka et nous considérons que nous sommes toujours la Mouka parce que la Mouka, c'est cet outil des combats que le peuple avait voulu que nous puissions mettre en place de manière à pousser à ce que nous puissions avoir de réformes. Mais c'est la Mouka que nous continuons à revendiquer. Nous devons chaque fois faire une auto-évaluation. Qu'est-ce que nous en avions fait? Le peuple nous a donné la Mouka. Le peuple a confié à nos leaders la Mouka. Mais à mi-chemin, arrêtons-nous pour voir ce qui a marché dans la Mouka, ce qui n'a pas marché dans la Mouka, comment corriger, de sorte que demain, nous ne puissions plus retomber dans les mêmes erreurs. Mais si nous posons ces questions, les gens pensent que non, vous vous êtes détachés des uns et des autres. Non, ici, il n'est pas question de nous détacher de qui que ce soit. Vous aviez dénoncé le fait qu'il y ait un rapprochement entre Kabila, entre le bloc patriotique, dans le bloc patriotique entre le FCC et notamment Martin Fayulu à l'époque. Vous ne vouliez pas que justement dans le bloc patriotique que le FCC fasse partie. C'est notamment l'un des éléments qui vous a un peu divisé. Je vais répondre à cette question, mais je voudrais une fois de plus reprendre une question qui est restée en suspens, la question de dire que nous nous sommes rapprochés du pouvoir. Non, les gens qui disent que nous nous sommes rapprochés du pouvoir, mais qu'ils nous disent en quoi est-ce que nous nous sommes rapprochés, quels sont ces éléments? En saluant par exemple le fait que le pouvoir est en train de mobiliser les recettes, que c'est resté et que c'était une prouesse pour la RDC, pour le pays. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, le Congo a un budget qui avoisine 11 milliards de dollars. Est-ce que c'est un mensonge de le dire? Mais le problème, ce n'est pas de dire que le Congo a un budget de 11 milliards. Le problème, c'est de constater qu'effectivement, hier, si Adolphe Muzito avait laissé un budget avec 3 milliards 600 millions, Matata, dans 5 ans, n'a pu ajouter que 30% en laissant un budget de 4 milliards 200 millions. Et aujourd'hui, le régime actuel a amené, avec l'effort, bien sûr, de notre peuple qui a compris qu'il faut apporter sa contribution, il faut payer les taxes et impôts, ça a amené à ce que nous puissions avoir un budget de 11 milliards. Ça, c'est un constat. Personne, que ce soit Martin Fayulu où il est, il ne vous dira pas le contraire. Il sait que le Congo a un budget de 11 milliards. Que ce soit Martin Fayulu, personne ne dira le contraire. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de questionner maintenant ces budgets. Est-ce que nous respectons, le Congo respecte ce qui est prévu dans ces budgets-là? Parce que si, d'une part, nous pouvons reconnaître que le Congo a un budget de 11 milliards, ce qui est une bonne chose parce que nous, demain, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons travailler sur base de ce que nous allons trouver. Nous n'allons pas dire que non, puisque c'était M. Tshilombo, c'était M. Tshisekedi, nous n'allons pas tenir compte de ces budgets-là. Nous rentrons au budget de 3 milliards 600 millions qu'avait laissé Adolphe Muzito, pas du tout. Mais la question fondamentale, c'est de dire, c'est vrai, vous avez un budget de 11 milliards, mais pourquoi est-ce que le peuple n'arrive pas à vivre? C'est que il aurait dû effectivement vivre, assister, parce que lorsqu'on avait un budget de 3 milliards 600 millions, le peuple vivait plus ou moins bien, mais aujourd'hui, on sent que la vie est devenue quasiment insupportable. Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de composer avec le président Tshisekedi? Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui? Le problème n'est pas la personne de M. Tshisekedi, la personne de Martin Fayulu, la personne d'Adolphe Muzito. Lorsqu'on est dans un parti politique, le problème, c'est de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Nous allons nous rapprocher de M. Félix Tshisekedi parce que M. Tshisekedi a fait quoi? Parce que M. Tshisekedi propose quoi au peuple?
par rapport à ce que nous nous proposons. C'est ça justement, parce que si nous ne parlons pas des projets, nous ne parlons pas de programme, nous allons nous retrouver individus, mais ça c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que lorsque nous parlons individus, regarde, hier c'était monsieur Moïse Katumbi, il dit bon, je veux m'approcher de Tshisekedi parce que je veux le sauver, il est dans un engrenage avec les FCC. Il s'est approché de M. Tshisekedi, mais aujourd'hui il sort, il dit que non, je ne veux pas assumer les bilans. Pourquoi ne pas assumer les bilans? C'est justement parce que lorsqu'ils se mettaient ensemble, ils n'avaient pas réfléchi quelles étaient les réformes qu'ils devraient engager ensemble. Quelles étaient les perspectives en termes de mobilisation de recettes, en termes de la sécurisation de nos frontières. Tout ça, ils n'avaient pas vu ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Moïse se détache, il dit non, je n'assume pas les bilans. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que lorsque le parti politique, et non les personnalités, parce que les alliances de personnalités, ça c'est une escroquerie politique. Arrêtons d'escroquer notre peuple. Soyons sincères, ne soyons pas des hypocrites devant notre peuple, parce que si un parti politique n'a pas un projet. Le projet veut dire que vous dites au peuple clairement que dans 5 ans, dans les 5 ans à venir, est-ce que vous-même, voilà les estimations. Vous avez déjà vous-même votre propre projet? Mais nous sommes en pleine élaboration de notre offre politique, de notre projet. C'est comme ça que je vous ai dit que nous étions dans le Congo central, nous avions commencé à ces niveaux-là. Visiter les entités déconcentrées, les entités décentralisées pour voir un peu comment nos institutions fonctionnent. Nous étions dans le cours des tribunaux, on a vu les parquets, on a vu pour essayer de voir sur le plan démocratique la séparation de pouvoirs. Est-ce que ces pouvoirs ont réellement les aptitudes de vivre leur indépendance? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qu'il faudra faire, nous allons proposer dans notre offre politique. Sur le plan social, c'est vrai, le budget aujourd'hui, on dit que le budget a augmenté à 11 milliards, ce qui est une bonne chose, mais est-ce que la redistribution s'est fait normalement? Est-ce que l'argent là ne profite pas que à ceux qui sont aux institutions, surtout au niveau de l'exécutif, précisément au niveau de l'institution présidente de la République? Est-ce que le peuple bénéficie? Ce sont ces questions-là et nous y travaillons. Au lieu de rester ici à Kinshasa, faire des alliances qui n'apportent rien, nous disons que nous préférons descendre, palper du doigt la réalité de notre peuple. On a été à Ngueba, le secteur de Ngueba vers le territoire des Madiba. Lorsque vous êtes à Kisantu, vous entrez près de 20 km, c'est là où se trouve le secteur de Ngueba. On a vu le locaux de cette entité territoriale décentralisée, mais ça laisse à désirer. Et ça, c'est l'État congolais. Est-ce que nos dirigeants qui sont ici ont eu le courage d'aller visiter les toilettes, excusez-moi, les latrines de ces commis de l'État qui travaillent là-bas? Ils n'ont pas de salaire pour la plupart. D'autres touchent 200 000 francs congolais. Mais vous regardez, c'est un grand responsable, c'est une personnalité de l'État. Parce que dans d'autres cieux, ce sont ceux-là, les entités de base qui constituent, qui sont le poumon justement de l'État. Mais chez nous, ils sont abandonnés à leur triste sort. Et nous pensons que ça ne doit pas continuer comme ça. Mais pour changer, il faut aller palper du doigt, il faut aller toucher la réalité de ce qui se passe là-bas. Donc nous, lorsque nous disons que les partis politiques sont vides, nous n'excluons pas le fait que nous-mêmes aussi, on est vides jusque-là, parce que nous sommes en pleine élaboration de ces projets. Et le moment venu, nous allons présenter notre projet. Nous voulons que tous les autres aussi fassent la même chose. De manière à vous donner, vous, comme partenaire de politique, l'occasion, l'opportunité de nous mettre en face pour un débat contradictoire et donner l'occasion à notre peuple de trancher sur quel est le meilleur programme qui pourrait changer sa vie. On a reproché à l'époque au pouvoir en place, notamment en 2018, au pouvoir en place, d'avoir toutes les institutions pour favoriser justement gagner les élections, notamment la Cour constitutionnelle, la CENI, et l'Assemblée nationale, le Parlement. Donc le pouvoir de l'époque avait tous les instruments pour gagner les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la même configuration de l'époque que nous vivons aujourd'hui? Ben, je ne peux pas aller par 4 chemins, effectivement, c'est la même configuration. Le régime de Kinshasa a tout fait parce que nous, en tant que Lamuka, nous avions mené des actions, nous nous sommes battus
pour que nous puissions proposer à la République de textes de réforme pour faire changer les choses de manière à aller de l'avant. Si bien que j'ai entendu d'autres leaders réclamer comme étant c'est réclamer la paternité de cette action, alors que tous nous avions contribué d'une manière ou d'une autre. Mais nous leur laissons les luxes de se considérer comme étant seuls initiateurs de ces réformes. Mais bref, je dirais que en tant que la Mouka, nous avions apporté la réforme sur la loi électorale, la réforme sur la loi organique de la CENI, réforme sur tout ce qui est CENI. Mais malheureusement, les amis qui sont au pouvoir actuellement, le régime, n'a pas voulu nous écouter de cette oreille-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils avancent. Mais malheureusement, vous sentez qu'ils avancent, mais il y a toujours de problèmes au niveau de la CENI parce qu'ils n'arrivent pas à donner le résultat voulu par notre peuple, c'est que notre peuple attendait. C'est la conséquence justement de la précipitation, la conséquence de vouloir imposer les choses contre la volonté du peuple de manière à s'accaparer de l'essentiel de ce qui s'est fait au niveau de la CENI. Ils ont fait la même chose au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils ont imposé les juges qu'ils voulaient pour s'attribuer une certaine sympathie, pour s'attirer, je ne sais pas moi... Est-ce que l'UDPS est en train de trahir, on dira même l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, est en train de trahir son combat politique d'antan? Est-ce que c'est votre impression? Non, mais je crois que le peuple aujourd'hui, si vous questionnez notre peuple, le peuple vous dira que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en tout cas, ne reflètent en rien l'image de l'IDPS que nous avions connue, parce que si vous questionnez effectivement une fois de plus l'histoire, vous allez vous rendre compte que Etienne Tshisekedi parlait de la bonne gouvernance, Etienne Tshisekedi parlait de l'état de droit, Etienne Tshisekedi parlait de la tolérance zéro, il fallait lutter contre la corruption, il parlait de l'intégrité territoriale, il fallait sécuriser. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous nous posons la question, est-ce que c'est toujours l'IDPS ou c'est un autre parti politique qui est au pouvoir? En tout cas, jusque-là, nous n'avons pas encore de réponse. Mais c'est que nous pouvons noter. Le progrès social, vous avez salué l'augmentation du budget. C'est un des éléments qui démontre le progrès social. C'est ça justement le problème, c'est qu'il y a une nuance. Lorsque nous disons que le budget a augmenté, ça c'est une réalité. Sur le plan théorique, nous savons voir que non. Dans le chiffre, sur le plan de la comptabilité, il y avait 4 milliards 200 millions, mais aujourd'hui, nous savons voir que effectivement les chiffres ont changé. Ce n'est plus 4 milliards, c'est 11 milliards. Sur le plan de la comptabilité, sur le plan théorique, on sait le voir. Mais maintenant, sur le plan concret, sur le plan du panier de la ménagère, est-ce que cela a de l'incidence? Nous disons non. Il n'y a pas de progrès social. Et comment justifier cela? C'est justement la preuve que la corruption se porte bien en République démocratique du Congo. Je peux ici prendre pour exemple ce qui venait de se passer tout récemment dans le Kasaï. M. Tshilombo lui-même s'est déplacé. Il a constaté que plus de 40 millions de dollars ont été détournés alors que ça devrait servir à la construction des infrastructures. Mais je prends juste cet exemple-là pour vous montrer que la corruption se porte très bien. Donc, il y a augmentation effectivement de recettes, parce que le peuple congolais, puisque d'ailleurs l'impôt, le système de notre impôt est un système déclaratif, c'est que ce n'est pas le fort du gouvernement actuel, ce n'est pas le fort du régime, mais c'est à saluer l'effort de notre peuple qui apporte dans la caisse de l'État. Et l'État, ce n'est pas le régime. L'État, c'est tous. Nous tous là, nous sommes l'État, nous faisons partie de l'État. Et lorsque le recette augmente, en tant que faisant partie de l'État, nous ne pouvons pas nous empêcher de le reconnaître. Mais maintenant, ceux qui sont appelés à gérer ces recettes-là, est-ce qu'ils gèrent selon que nous voulons que les choses se passent dans le norme? Je dis non. Parce que une bonne partie de ces recettes sont détournées. Une bonne partie de ces recettes vont dans les poches des individus, surtout ceux qui sont au niveau de la présidence. C'est ça le constat qu'il faut noter. Donc, ça n'a rien à voir avec l'augmentation ou l'amélioration de la situation sociale de notre peuple. Aujourd'hui, si Nouvel Élan accède au pouvoir, tout ceci va s'arrêter complètement. En tout cas, je ne dirais pas que Nouvel Élan a une bâton magique, mais le Nouvel Élan se met dans une disposition telle qu'il voudra à ce que le peuple le pousse à mieux faire les choses. Parce que, déjà, lorsque nous disons que nous élaborons notre projet de société... Comment comptez-vous
Comment comptez-vous faire pour lutter contre la corruption? Parce que vous allez vous rendre compte que c'est devenu monnaie courante au Congo. Quand il y a un grand projet, c'est l'occasion de détourner, de piller les ressources de l'État. Il y a beaucoup d'occasions. Comment comptez-vous mettre fin à ça aussi simplement? Aussi simplement, je dirais qu'il faut rendre les juges, le pouvoir judiciaire indépendant. Aujourd'hui, regardez, les budgets, on parle de 11 milliards de dollars, mais quelle est l'enveloppe réservée au pouvoir judiciaire? Le pouvoir judiciaire, parmi les trois pouvoirs traditionnels de l'État, c'est le pouvoir judiciaire qui est marginalisé, qui ne joue pas son indépendance, qui ne bénéficie pas de son indépendance. Pourquoi? Parce que l'exécutif et le législatif s'arrangent de manière à ne pas donner à ces juges son indépendance, parce qu'il sait que c'est le juge qui est appelé à le contrôler, à le juger au cas où il arrivait à détourner. Et nous disons que c'est parmi les éléments qui pourront permettre à ce qu'il y ait justement la bonne gouvernance, les éléments qui permettront à ce que nous puissions arrêter cette histoire de corruption, cette histoire de détournement. Regardez, Adolphe Mozito, lorsqu'il arrive au pouvoir, comme Premier ministre, il augmente les salaires de magistrats. Et si seulement il y avait cette volonté politique, aujourd'hui, les magistrats seraient dans, pourquoi pas, 5 000 $, voire au-delà de 5 000 $ en termes de salaire, sans compter les frais de fonctionnement. Mais aujourd'hui, les magistrats touchent plus ou moins, en tout cas, 1 500 $. 1 500 $. Donc, ils ont régressé par rapport à ce qu'Adolphe Mozito avait laissé. C'est pour vous montrer que lorsqu'on parle de l'état de droit, lorsqu'on parle de vouloir arrêter la corruption, alors qu'on ne met pas le juge dans les conditions, c'est justement le contraire de ce qu'on est en train de dire. On a sillonné, on a visité les parquets, on a visité, je suis avocat. Je sais comment, les conditions dans lesquelles nos magistrats travaillent. Nous savons comment nos cours et tribunaux, nos locaux sont présentés. Donc, c'est pour dire qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'enveloppe censée faire fonctionner ces pouvoirs judiciaires, ce qui fait que quelqu'un peut aujourd'hui détourner. Demain, vous vous rendez compte qu'il est déjà en liberté. Il y a de ceux qui, l'IGF par exemple, essaye de faire son travail, mais lorsqu'il faut aller dans le fond au niveau du pouvoir judiciaire, vous sentez que ça balbutie. Donc, ce sont tous ces problèmes-là qui montrent que la corruption ne pourra pas finir si on ne met pas le juge dans les conditions qu'il faut. Alors, on va parler de la question particulièrement de l'Est de la RDC, question sécuritaire. Vous avez fait des propositions, notamment, vous avez évoqué la question de la construction d'un mur entre la RDC et le Rwanda, et le Rwanda notamment. Mais parlons d'abord de ce qui se passe déjà sur le terrain, où il y a les forces de l'EAC qui sont en train de, comment dire, d'essayer de rassurer un peu la population sur place. Vous avez notamment les fronts diplomatiques qui est ouvert également, à Luanda et à Nairobi. Vous avez les Rwandais qui est accusé notamment par la RDC, et les États-Unis, la France, toutes ces grandes puissances aujourd'hui appellent le Rwanda à arrêter de soutenir M23. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une victoire quand même pour le pouvoir en place comment dire, du fait de pousser les grands États, les grandes puissances à demander au Rwanda d'arrêter de soutenir l'M23? On peut se dire aujourd'hui que c'est une victoire diplomatique pour le pouvoir en place. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais a démontré sa capacité, le peuple congolais a démontré sa volonté de vouloir imposer sa souveraineté, parce qu'aujourd'hui, il y a une souveraineté, une reconnaissance au niveau international de notre État comme État indépendant, c'est vrai, depuis 1960, mais le peuple congolais n'a pas encore réellement acquis son indépendance, et aujourd'hui, de plus en plus, nous sentons cette dynamique, cette volonté, cette aptitude à vouloir manifester sa souveraineté, son indépendance, et c'est ce qui est plus important. Parce qu'aucun peuple ne peut espérer vivre en liberté si lui-même n'arrive pas à imposer ce qu'il veut obtenir comme liberté, ce qu'il veut obtenir en termes de mode de vie au niveau de son État. Et c'est ça, justement, qui a obligé, qui a poussé à ce que les autres reconnaissent justement l'agression que nous faisons l'objet dans la partie est de notre pays par les forces négatives qui sont soutenues par le Rwanda et l'Ouganda. Les tergiversations de ces États se justifient par le fait que le régime, les différents régimes qui se sont succédés dans notre pays n'ont pas toujours joué le franc jeu. Et ce n'est peut-être pas forcément de leur faute. La faute, c'est peut-être à nous comme peuple, parce que le régime, comme aujourd'hui, nous constatons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui
Ils jouent le jeu, tantôt ils soufflent le chaud, tantôt ils soufflent le froid. C'est parce qu'ils cherchent à maintenir leur pouvoir. Et les hommes politiques, c'est ça, le combat, ils se battent pour maintenir leur pouvoir. Mais nous, comme peuple, nous, comme citoyens, surtout que nous nous battons aux côtés de ces peuples-là, nous voulons faire à ce que la souveraineté de notre peuple, la souveraineté de notre État soit imposée. Et pour que cela soit réel, nous devons nous affirmer, nous devons nous imposer comme peuple. Regarde aujourd'hui, puisque vous avez parlé... Cette guerre serait une manigance entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour... comment dire, pour des fins électoralistes, selon vous. Quelle est votre réaction? Je n'irai pas dans cette analyse-là. Ce que je veux dire, c'est plutôt le peuple a exprimé sa volonté de voir cette guerre s'arrêter. Et nous voulons que le régime de Kinshasa, si effectivement ce régime de Kinshasa est en osmose et en parfaite harmonie avec notre peuple, que ces régimes se soumettent à la volonté du peuple. Parce que s'ils sont là, considérant qu'ils sont là pour les intérêts de notre peuple. Mais ils doivent répondre à la demande du peuple. Le peuple demande à ce que l'EAC quitte le sol congolais, parce que ces forces-là sous-régionales ne font pas le travail voulu par notre peuple. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Le M23 continue à progresser, il continue à menacer, il continue à nous intimider. Et d'ailleurs, ils occupent une bonne partie de l'espace considéré comme zone neutre. Et cette partie-là n'est pas accédée par le Congolais que nous sommes. Ce sont là les éléments qui peuvent être considérés comme étant de preuves de la mise en œuvre de balkanisation. Les FARDC font partie des forces de l'EAC, donc il y a des militaires congolais qui sont dans ces troupes, donc ils aussi contrôlent l'espace. Si les FARDC sont dans ces forces, puisque la négociation, je crois que lorsqu'ils ont été à Luanda, c'était une négociation, des échanges de manière à faire à ce que les hostilités s'arrêtent. Or, les protagonistes, les gens qui se battaient, étaient les M23 et les forces de la République démocratique du Congo. Maintenant, si vous mettez les forces de la République démocratique du Congo dans les forces de l'EAC, ça veut dire qu'ils deviennent juges et parties. Pourtant, ils sont, selon leur accord, censés être neutres pour aider à ce que les hostilités s'arrêtent. Cela me pousse à dire que les forces de la République démocratique du Congo ne font pas partie de ces forces de l'EAC. Il y a plutôt les forces du Rwanda, il y a le Kenya. Pourtant, tout cela, nous savons leurs appétits, leurs intentions pour le Congo, les richesses de la République démocratique du Congo. Le commandement des forces de l'EAC, vous l'avez suivi, vous l'avez lu dans l'accord de Luanda, c'est que les FRDC vont mener les opérations aux côtés de leur comment dire, des autres forces de l'EAC. Mais aujourd'hui, le résultat sur terrain nous prouve le contraire. Les résultats sur terrain nous prouvent le contraire. Voilà pourquoi nous, au Nouvel Élan, nous disons que tout ça, ça ne sert à rien. Nous exigeons c'est que ces forces de l'EAC rentrent chez eux, parce que ça va nous coûter encore de l'argent. Nous voulons organiser. D'ailleurs, j'ai vu un rapport qui parle de forces des armées de la République démocratique du Congo qui occuperaient la 8e place en Afrique. Si bien que c'est discutable, mais je me dis, c'est quand même quelque chose par rapport aux forces de l'EAC. Parce que je n'ai pas vu sur la liste les forces, les États qui ont envoyé leurs militaires dans ces contingents-là de l'EAC. C'est-à-dire qu'il y a possibilité que nous puissions mettre un peu plus de moyens, parce qu'aujourd'hui, si nous les disons, les gens disent que voilà, vous chantez à la gloire de M. Tshilombo. Pourtant, ce n'est pas ça. On a un budget qui avoisine 11 milliards de dollars. Quelle est l'enveloppe qui est allouée à nos FARDC? Est-ce que cette enveloppe-là ne peut pas aider à ce que nous puissions approvisionner, acheter des munitions pour nos FARDC, améliorer leurs conditions de vie en leur allouant un salaire conséquent, en dotant, en tout cas, le ministère de la Défense du frais de fonctionnement nécessaire pour permettre à ce que notre armée soit compétitive? Est-ce que nous devons continuer toujours à compter sur les autres? Pourtant, il y a un adage qui dit qu'on ne peut être mieux que lorsqu'on est chez soi-même. On ne peut être mieux que lorsqu'on se bat pour soi-même. Donc, ce sont le FARDC qui sont, en tout cas, mieux placés pour exercer leurs attributions constitutionnellement reconnues et non les forces de l'EAC. Comment réagissez-vous à ces propos de Fortuna Bisselele qui a fait certaines révélations selon lesquelles
Ben voilà, il y a le président Tshisekedi a considéré son homologue rwandais comme étant un frère. Il a demandé qu'il puisse user notamment de son carnet d'adresse pour l'exploitation win-win entre la RDC et le Rwanda, des accords économiques, politiques entre les deux hommes pour l'intérêt des deux peuples. Comment réagissez-vous? Certains pensent que c'est une trahison. Comme vous, comment vous réagissez par rapport à ça? D'abord, je suis en train de réfléchir à haute voix. À l'époque du maréchal Mobutu, je n'ai jamais vu les hommes en tout cas des conseillers, des gens des services, des sécurités, passer dans le média, faire des communications. C'est rare, je l'ai vu à cette époque. J'entends même certains généraux, certains, en tout cas, hauts gradés de l'administration, sur le plan du renseignement, se faire dédicacer par les musiciens et autres. C'est quand même unique dans notre pays. C'est pour dire que normalement, ces messieurs ne pouvaient pas passer dans les médias pour aller raconter tout ce qu'il a raconté. Parce qu'en réalité, lorsqu'on exerce ce genre de fonction... C'est quoi la crainte? La crainte, c'est que ce qu'il vient de dire, parce qu'il y a des choses qu'ils font qui n'auraient pas dû être faites de cette manière-là, mais maintenant, ils livrent ça au vu et au su de tout le monde. Pourquoi donner 50% à Paul Kagame? Parce qu'il a fait quoi? Et la diplomatie de notre pays. Nous avons un ministère de l'économie extérieure, nous avons le ministère des Affaires étrangères, nous avons des ambassades partout, nous avons tous ces personnels-là que l'État congolais paye. Mais c'est pour faire quel travail? N'est-ce pas pour amener les investisseurs? N'est-ce pas pour amener tous ceux qui ont un peu plus de moyens pour créer des entreprises ici? Mais pourquoi aller solliciter encore Paul Kagame et lui octroyer 50% de richesse de la République démocratique du Congo? Effectivement, c'est une trahison. C'est un partenariat win-win, ce n'est pas 50%. Non, mais parce qu'il apporte quoi? Le partenariat win-win consiste, on en parle lorsque un État apporte soit la liquidité, c'est-à-dire il vous apporte en espèces, et vous apportez, comme nous, le Congo, les minéraux, les ressources naturelles, et lui vous apporte en termes de liquidité. Mais qu'est-ce que le Rwanda va apporter au Congo? Qu'est-ce que le Rwanda peut apporter au Congo? Le Rwanda lui-même a un budget. Le Rwanda a un budget qui... Non, mais quel carnet d'adresse? S'il faut parler des carnets d'adresse, je dis que le Congo a des ambassades partout, un peu partout au monde. Nous avons des ambassadeurs, nous avons des conseillers, des consuls-là, un peu partout. Tous ces personnels-là sont appelés justement à vendre l'image du Congo pour amener justement ces investisseurs, pour amener ces personnes, tous ceux qui ont de moyens en République démocratique du Congo pour investir. Mais pourquoi aller solliciter le Rwanda? Et tous ces personnels-là, alors dans ces cas, il faut décider à ce que les ambassades soient fermées dans tous ces États, qu'on ne paye plus ces agents-là qui sont payés par l'État, parce que tout l'argent servirait à payer au Rwanda. C'est ça le problème. Donc, moi, je considère que, premièrement, c'est que ces messieurs ne pouvaient pas passer dans le média pour aller faire ce genre de communication. Et malheureusement, à quelque chose malheur et bon, ça nous a quand même permis de comprendre ce qu'il faisait ou ce qu'il continue à faire avec Paul Kagame, ce qui est une mauvaise chose que nous ne pouvons pas soutenir, que nous devons condamner avec la dernière énergie, parce que le Congo est capable, avec ses enfants, ses filles et fils, de vendre l'image des Congos positivement à l'extérieur pour nous permettre justement de faire venir des investisseurs, de faire venir... Regardez, aujourd'hui, si vous questionnez les experts en termes de, sur le plan économique, les experts même des ressources naturelles, ils vous diront que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo sont évaluées à plus de 6 000 milliards de dollars. Donc, il est possible pour nous de passer par autres mécanismes pour trouver de l'argent. Il faut, par exemple, certifier les richesses que nous avons dans le sous-sol, avoir le titre de ces richesses. Et avec ces titres, nous pouvons solliciter auprès de fonds toutes ces institutions financières au niveau international pour obtenir de l'argent. Le Congo, aujourd'hui, pour son développement, a besoin de plus ou moins 100 milliards de dollars. Parce qu'avec 100 milliards de dollars, nous pouvons nous construire des infrastructures. Le Belge nous a laissé avec des tracés de plus ou moins 60 000 kilomètres. Mais avec
ces 60 milliards de dollars, nous pouvons construire toutes ces infrastructures et nous permettre de regarder dans le sens du développement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de l'émergence comme d'aucuns l'ont dit il y a quelques années. Et nous sommes encore un État sous-pauvre, mais nous avons de richesses au niveau de notre sous-sol. Il est possible que nous puissions faire venir de partenaires, en tout cas financiers, nous permettre de faire développer ce que nous avons. Nous ne pouvons pas aller passer par le Rwanda, parce que le Rwanda, tout ce qu'il a, il le doit à la République démocratique du Congo. Okay. Alors, Maître Blanchard Mungaba, on est pratiquement à la fin de l'émission. On va essayer de conclure. On va essayer de conclure sur cette note. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, en allant de façon dispersée aux élections, excusez-moi de revenir un peu sur cette question, vous ne pensez pas que vous maximisez les chances de perdre cette élection présidentielle? Vous allez l'opposition en ordre dispersé et le président seul. Est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez de perdre ces élections? Ben, aller en ordre dispersé, ça, je ne sais pas les dire, parce que nous, au niveau du Nouvel Élan, nous n'avions pas encore levé l'option des alliances, oui ou non, si bien que nous savons que nous finirons par aller par des alliances, mais nous n'avions pas encore noué une quelconque alliance, parce que nous considérons qu'il faudrait commencer par finaliser notre projet de société, de manière à nous permettre de voir ce que nous avons dans notre judiciaire, si ça concorde, si ça corrobore avec ce que d'autres candidats vont avoir, de manière à présenter un programme commun. Et c'est ces programmes communs qui va nous aider justement à aller vendre ce que nous voulons pour notre peuple dans les 5 années à venir. Donc, ce n'est que dans ces conditions-là que nous pouvons voir la possibilité de nous mettre ensemble et aller gagner ensemble. Dire que nous allons en ordre dispersé, je ne sais pas encore confirmer cela, parce que nous ne sommes pas encore pendant la période de campagne électorale. À tout moment, les candidats pourront désister pour tel ou tel autre, mais le plus important pour nous, nous disons qu'il ne faut pas désister pour le plaisir de désister, il ne faut pas se porter candidat pour le plaisir de se porter candidat, mais il faut commencer par s'assurer d'avoir un projet capable de trouver des solutions aux préoccupations, aux desiderata, aux revendications de notre peuple, parce que le peuple a plusieurs problèmes, et lorsque vous voulez vous porter candidat, vous devez vous assurer que, au niveau interne, vous aviez élaboré un programme capable de répondre aux questions de notre peuple, et lorsque vous vous sentez capable, vous allez maintenant voir quel est cet autre parti politique qui a plus ou moins la même vision que vous, le même projet que vous, et vous allez vous mettre en commun pour espérer aller gagner ensemble. Puisque si nous ne faisons pas cela, la conséquence c'est que nous pouvons faire une alliance avec messieurs Dan, et demain, nous nous retrouverons au niveau de l'Assemblée nationale avec une majorité, mais nous n'arrivons pas à faire la même chose. Par exemple, sur le plan de la décentralisation, nous risquons de chacun prendre sa direction, et là, ça nous fragilise. La majorité risquerait de s'éclater et donner à d'autres crises. Nous voulons placer de jalons de manière à ce que tout ce que nous allons faire, que ça concourt au développement du Congo. Il ne faut pas faire de choses demi-mesure pour que demain vous reveniez encore sur le même base et commencer à réfléchir. Non, nous voulons faire de bonnes choses et aller de l'avant une fois pour toutes, de manière à placer notre peuple sur le rail du développement pour faire changer. Maître Blanchard Mungaba, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet entretien. Face à l'opinion, nous vous avons reçu, on a essayé de balayer toutes les questions d'actualité. Nous espérons que c'est pratiquement pas la dernière fois que nous vous recevons. On est très ouvert à toutes vos invitations. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mungaba. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Cette émission est pratiquement terminée. Nous espérons que vous avez trouvé satisfaction à vos différentes préoccupations que vous avez chez vous à la maison sur l'avenir du pays, sur l'avenir de la RDC, les élections qui doivent venir, la question ou les questions de sécurité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.